de plusieurs pays pour justement faire ce travail sur les femmes artistes. J'arrive, hein, je te passe la parole. Okay. Merci Paola, merci de cette présentation. Je suis très contente d'être là pour la question des communs qui s'articule avec la question des collectifs, des groupes d'artistes et avec la question des pratiques collectives et des pratiques créatives et collaboratives. Je commencerai en faisant un petit clin d'œil d'humour à Paola, puisque j'ai justement je lui ai fait fond beau pour une question de commun dans un travail qu'elle a mené, un projet qui s'appelait Résistance partisane, où je n'ai pas participé. Et je commence justement en faisant une référence aux partisanes. Dans son ouvrage Partisane, la journaliste, historienne et cinéaste autrichienne Ingrid Strobel revient sur le rôle des femmes dans la lutte armée contre le fascisme et le nazisme, depuis le fascisme et le nazisme, jusqu'à la guerre civile espagnole pour arriver à la Seconde Guerre mondiale, en recueillant la parole de ses protagonistes de l'ombre. Bien que son livre ait été édité pour la première fois en 1989 et que depuis plus de 30 ans, l'historiographie sur la place et le rôle des femmes dans l'histoire occidentale se soit considérablement étoffée, les analyses qu'elle conduit sur la condition des femmes combattantes de l'antifascisme et de l'antinazisme, de ce conflit déterminant du XXe siècle que fut la Seconde Guerre mondiale, restent d'actualité. Dans son rôle, dans son histoire et dans son implication également comme militante, elle a été emprisonnée, elle a un certain nombre d'actions, compiler, écrire, rapporter, légitimer des récits qui racontent la violence de la lutte, qu'elle soit subie ou reçue. Et dans cette documentation de la lutte, les femmes ont absolument toute leur place. La partisane est la partie pour le tout, la métonymie des femmes qui désobéissent, qui prennent l'initiative, qui inventent, créent, éduquent, dans des praxis se nourrissant l'une l'autre, dans avec des implications incarnées, dans ce qu'une expression espagnole appelle poner la cuerpa, mettre le corps, la cuerpa étant féminisée pour le mot el cuerpo, donc vivre la lutte avec leur corps. Dans les contextes latino-américains, dans des contextes historiques dans lesquels les dictatures violentes brutalisent et où la répression, même en situation de paix, sert l'ordre dominant, des femmes s'interposent et agissent en ripostant aux attaques contre les libertés individuelles et collectives et en refusant d'accepter l'injustice. À cet égard, un collectif de femmes, Mujeres Creando, aujourd'hui connu des milieux féministes et plus largement activistes, surprend par sa longévité, sa persévérance, longévité parce que c'est un collectif qui a été créé en 1992. Sa persévérance et sa constance. Son implantation géographique en Bolivie, pays marginalisé des scènes internationales, ajoute à l'étonnement. Le nom même de ce collectif, en français « Femmes en train de créer », porte les promesses d'un programme en cours. Depuis sa naissance, donc en 1992, ce collectif féministe activiste n'a pas failli à sa promesse de lutter pour une Bolivie plus juste. Nous allons voir un petit portrait de famille. Alors, je mets famille de façon complètement provocatrice. Alors, attendez, elles arrivent. Alors, j'ai eu un petit problème. Donc, voilà l'entrée d'un de leurs lieux et je vais vous montrer le plan. Politique du quotidien et praxis créative, ça c'est le titre qui apparaît sur le programme. Et j'ai mis portrait de famille de façon évidemment humoristique. Ni Dieu ni maître, un féminisme latino anarchistes, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc les anarchistes sont quand même très présents aujourd'hui. La deuxième partie, Virgen de los Deseos, créer et recréer des territoires où le contrôle du temps, et j'avais même écrit division du travail aussi, donc c'est un thème qui réapparaît. Donc jusqu'à présent, c'est à peu près structuré, mais la dernière partie l'est beaucoup moins, et ce sera une promenade hors les murs, un catalogue, une balade à travers une série de photographies. Donc, portrait de famille, ni Dieu ni maître, un féminisme latino-anarchiste.
3 femmes sont à l'origine de ce collectif qui jouit aujourd'hui d'une aura indéniable, non seulement en Bolivie, mais au-delà, dans les milieux féministes latino-américains. María Galindo, Mónica Mendoza et Julieta Paredes. Le collectif émerge dans le contexte des années 1990, qui est des plus hostiles aux femmes, premières victimes des politiques néolibérales. Leurs diktats économiques et sociaux s'imposent à un pays qui, à l'instar de ses voisins, se caractérise par une longue tradition politique inégalitaire, appuyée par des régimes dictatoriaux ou autoritaires. Outre les conditions idéologiques, la société conservatrice bolivienne, machiste et traditionnelle, sur laquelle l'Église a étendu son emprise, est rétive à tout écart de mœurs. Ainsi, María Galindo, première lesbienne à le déclarer en Bolivie, a-t-elle dû quitter le pays en 1985 en raison de pressions exercées sur elle. Habituée des controverses, elle aime à provoquer. Vous avez vu évidemment l'image de la maison qu'elle a créée sur laquelle va porter cette étude. Donc, elle raconte avec humour comment elle a dû demander protection à un couvent de religieuses en Italie pour fuir le harcèlement dont elle était victime en prétendant postuler au noviciat. Cet exil de la société bolivienne lui a permis d'étudier à l'Université du Vatican et lorsqu'elle évoque son séjour en Italie avec sa compagne d'alors, Julieta Paredes, elle n'hésite pas à parler, alors je vais le dire en espagnol et ensuite je traduis, à parler d'un exilio sexual, humano y político, un exil sexuel, humain et politique. Diplômée de l'Universidad Pontificia du Vatican, elle revient en Bolivie en 1980 et commence une trajectoire activiste avec Julieta Paredes, qui s'identifie comme Aymara, donc appartenant à la communauté autochtone Aymara, et Mónica Mendoza, issue du monde universitaire. À ce premier noyau, d'autres femmes d'horizons très divers vont venir se joindre et c'est sur cette hétérogénéité originelle que se construit la solidité d'un collectif qui dépasse les clivages identitaires. Mendoza, hétérosexuelle, va ainsi combattre aux côtés de lesbiennes revendiquées. Un lieu va leur servir d'espace de ralliement et de rencontre à la paz, le café Carcajada. Carcajada veut dire éclat de rire, situé dans un quartier de la périphérie, Las Delicias. Cet espace réservé aux femmes est un fait inédit dans l'histoire de la capitale bolivienne et il a fait l'objet d'attaques de la part du voisinage quand il n'a pas été considéré comme un lieu de prostitution. La première action politique de Mujeres Creando est décrite dans les termes vifs et le style qu'a choisi Julieta Paredes, qui elle-même est écrivain, poétesse et qui est très connue pour avoir été à l'origine des centaines de graffitis qui ont parsemé les rues de La Paz, mais mon objet n'est pas les graffitis aujourd'hui. Vous imaginez que sur plus de 30 ans d'existence, elles ont eu énormément d'activités. C'est la maison qui m'intéresse comme lieu commun. Julieta Paredes écrit Mujeres Creando est un groupe de féministes ayant une conception anarchiste du pouvoir. Nous sommes nés en remettant en question la forme et le contenu du travail politique de la droite, de la gauche et des catharistes. Alors les catharistes, un mouvement indigéniste qui est né dans les années 60 et dont le nom rappelle un combattant indien du XVIIIe siècle. L'une de nos premières actions a été la participation à l'une des marches universitaires pour protéger, lutter contre l'augmentation, la baisse du budget de l'université au début des années 90. Nous l'avons fait en racontant des blagues sur la dictature, en dansant à certains moments. Nous étions 3 à tenir un foulard violet, la couleur du féminisme, sur lequel nous avions peint Mujeres Creando. La conception anarchiste, clairement revendiquée, s'inscrit dans un héritage historique et syndical, celui de l'anarchisme en Bolivie. Ce dernier prend racine au début du XXe siècle. Il tire son histoire de pratique de l'anarcho-syndicalisme de la FOL, la Fédération Obrera Local, la Fédération ouvrière locale des années 1920 et 1930. Et cet anarcho-syndicalisme est fortement influencé par la culture indigène portée par les différentes ethnies, Aymara, Quechua, Guarani ou Andine. Néanmoins, outre la composante indigène à l'œuvre dans le substrat anarchiste, il importe en Bolivie d'insister sur le protagonisme des femmes
je vais vous donner une image et vous citer une citation plutôt longue. Alors, l'image, alors voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, ben je vais y arriver, pardon. J'ai eu un petit problème avec, je ne sais pas où, comment, ah oui, pardon, excusez-moi, je vais faire ça. Non, je l'ai passé tout à l'heure, je l'ai eu. Est-ce que je monte ou est-ce que je descends là? Est-ce que je ne l'ai pas sous les... Non, pardon, excusez-moi. Ça, c'est plus tard. Non. J'ai perdu la photo, je l'ai eu tout à l'heure. Aïe. Ouais, parce que là, je l'ai eu tout à l'heure, je ne la vois pas. Aquí está. ¿Estas? Vale, tienes que darte cuenta de tu país. Sí, pues coge el micrófono ahí aquí, ¿no? Sí, pasa. Tienes un micrófono ahí, así puedes. Donc, vous avez cette photographie que j'aime beaucoup du Sindicato de Culinarias. Donc, je cite, « Les premières décennies de ce siècle ont constitué un moment extrêmement important dans l'histoire des organisations de femmes en Bolivie, les années 20, 30, 40, qui ont vu l'émergence de syndicats de femmes de la classe supérieure et de syndicats de femmes anarchistes composés d'artisanes. Et la liste des métiers que je vais donner est très importante pour cette question du quotidien, de la vie du lieu de Mujeres Creando et de la composante très concrète. Donc, femmes anarchistes composées d'artisanes, de vendeuses, de cuisinières, d'employées de maison. Les femmes des classes supérieures veulent étudier, revendiquent ce droit, elles veulent travailler, elles veulent voter. Les forums dans lesquels elles débattent de ces luttes comprennent des groupes culturels et des magazines féminins. En revanche, les syndicats militants des anarchistes de ces femmes indiennes qu'on appelle les cholas, je vais vous montrer quelques photos que vous avez dû voir tout à l'heure, elles étaient regroupées donc au sein de la Fédération Obrera Femenina, la FOF, qui elle-même faisait partie de la FOL, la Fédération Obrera Locale, Fédération ouvrière locale. Pour ces femmes indiennes, appelées cholas, le principal moyen d'obtenir des réformes du travail était de manifester en masse et très vite, les anarchistes ont compris que ces femmes et ces mères, en particulier de l'ethnie Aymara, étaient des alliés cruciaux dans leur militantisme, tout d'abord parce qu'elles étaient très motivées, très militantes, organisées et qu'elles étaient à la fois femmes et mères de la classe ouvrière. Ivana Margarucci, spécialiste de l'histoire des gauches et des cultures de gauche, confirme ce rôle déterminant des femmes travailleuses dans l'histoire de l'anarchisme. Dans les années 1980, à partir des travaux des chercheuses et chercheurs de l'atelier d'histoire orale andine, le TOA, qui a joué un rôle pionnier dans l'enregistrement des derniers protagonistes anarchistes, dont 9 femmes sur les 24 personnes interviewées. Ces travaux prouvent le rôle des femmes cholas indiennes, dont je vais vous montrer quelques photos, dans le militantisme anarchiste. Et on les appelait las cholas anarquistas, et un ouvrage leur a été dédié en 2012, Polleras Libertarias. Polleras, c'est le deuxième nom qu'on leur donne en général. Je vais vous mettre donc quelques photos de ces femmes, mais je termine en donnant la parole à l'historien Huáscar Rodríguez García, qui met en exergue les difficultés de l'activisme anarchiste dans les mobilisations ouvrières en Bolivie, qui n'hésite pas à s'appuyer sur les femmes indiennes pour survivre. Donc, je vous montre quelques images des cholas. Donc ici, les cholas, très connus, on les appelle aussi polleras à cause de leur jupe et à cause donc de leur tenue caractéristique et de leur chapeau, qui est un héritage de l'occupation, enfin de la culture anglo-saxonne. Toujours les cholas,
qui prennent de plus en plus de place et affirment leur activité politique, en particulier sur les réseaux sociaux. Donc, celle-ci est Yolanda Mamani, très connue comme blogueuse. Donc, c'est une autre image de ces cholas, très différente des images stigmatisantes qu'on avait d'elle-même. Et ici, une chola en train de revendiquer, avec l'aide du collectif Mujeres Creando, après une arnaque au microcrédit. Les femmes ont bénéficié, les femmes en Bolivie ont bénéficié, mais c'est valable aussi pour l'Afrique, hein. Elles ont bénéficié de microcrédits parce qu'elles travaillaient beaucoup et parce que ce sont des personnes fiables. Les femmes sont très fiables au niveau du remboursement, les femmes pauvres en particulier. Donc, les grands organismes internationaux, en particulier le FMI, leur prêtaient de l'argent avec un taux d'usure considérable. Et quand elles ont signé des contrats et quand elles ont compris qu'elles avaient été trompées, elles ont occupé l'audiencia, en particulier de La Paz, avec l'aide du collectif Mujeres Creando, et elles ont occupé les murs en montrant, en refaisant le geste qu'on leur avait fait signer avec le doigt, en le faisant avec le pied, comme geste de revendication. Donc, l'anarchisme des cholas, c'est un anarchisme surprenant et qui ressurgit. Donc, ces cholas ou polleras, qui sont des figures familières de la population bolivienne, méritent une attention socioculturelle très particulière parce que ce sont des indiennes en ascension sociale. Elles parlent à la fois l'espagnol et elles parlent à la fois l'aymara ou le quechua, et elles ont joué un rôle déterminant dans les résistances en tant que groupe discriminé. La stratégie de dénonciation des Mujeres Creando ne peut pas se comprendre sans la présence de ces cholas en Bolivie. Cette stratégie de dénonciation repose sur un double postulat. D'une part, elles occupent l'espace public, vous le voyez ici, avec différentes techniques. La technique de la mise en scène, mais ici aussi la technique du graffiti très revendicateur, transgressif, qui nous fait agir et nous fait réfléchir. L'espace est occupé sous diverses modalités, scripturales, le graffiti, physique, sonore. Elles animent une radio et elles développent une pratique de la mise en scène de l'excès, des formes performatives qui dérangent les normes d'usage de l'espace urbain et choquent la bien-pensance. On pourrait croire, d'après leur nom, qu'elles sont des artistes, Mujeres Creando. Pourtant, elles rejettent la dénomination artiste. Elles préfèrent le terme créer parce que cela leur permet de s'incruster dans un paysage qui est le paysage bolivien et de ne pas se soumettre à l'artiste tel que le capitalisme et les politiques néolibérales le définissent. Elles mènent des actions en rupture avec les représentations, elles mènent des actions subversives ou de provocation. Et dans leurs actions, dans leurs modalités d'action, la question du commun a toute sa pertinence parce que leurs actions sont menées collectivement, même si la figure de proue est incontestablement María Galindo. Elles sont partout, mais elles se retrouvent dans un lieu qui fédère la vie du collectif, la Casa Virgen de los Deseos. Son nom est tout un programme dont je vais vous détailler les objectifs politiques dans les lignes qui suivent. Je voulais juste préciser que le café de la Carcajada est inactif depuis 2010 suite à une scission du groupe Mujeres Creando, scission qui correspond à la séparation du couple María Galindo Julieta Paredes, qui a créé son propre Mujeres Creando Comunidad. Virgen de los Deseos, créer et recréer des territoires du nous ou le contrôle du temps. Alors, je vais revenir à quelques images. Donc ici, vous avez une image de Mujeres Creando avec évidemment l'importance à la fois du corps
et du désir. La maison s'appelle Virgen de los Deseos, la Vierge des désirs. Comme nous l'aurons compris, le moteur du collectif est la désobéissance. Leur production graphique, audio ou audiovisuelle, hors normes, diffusée par les canaux Internet tout autant que leurs interventions spectaculaires in situ, rendent compte d'une dynamique de l'action créative en tension, ici et ailleurs, mais toujours avec en ligne de mire la mise à bas de tous les systèmes d'oppression. Maria Galindo ne dit-elle pas à propos des femmes argentines du film, elle travaille beaucoup avec l'Argentine, du film Les Amazones de 2008, que leur proposition a une portée universelle. Ce qu'elles disent depuis le quartier de Bajo Flores à Buenos Aires a un sens à La Paz, à Madrid et partout ailleurs. Et ce partout ailleurs, c'est aussi un lieu, la Virgen de los Deseos, espace de micropolitique, pour reprendre l'expression connue de Rolnik et Guattari, espace où existent des instances de résistance, des instances de démolition des imaginaires autoritaires et de convocation à la rébellion, mais aussi de construction des communs. Avec une volonté de démolir l'espace domestique assigné aux femmes, la Virgen de los Deseos a été construit comme un contre-lieu immergé dans le champ politique, selon une formule reprise à Silvia Rivera Cusicanqui à propos de sa pratique des sciences sociales. Créée en 2005, la Virgen de los Deseos a marqué d'une pierre blanche la vie de Mujeres Creando. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire la citation en français et je vais la mettre en espagnol dans le texte original sur le diaporama. Ça, c'est mon objectif. Est-ce que je vais y arriver? Alors, c'est la numéro 15. A ver si no me estoy equivocando. Ay, no, me lo creo. ¿Cómo bajar hasta la número 18? Aquí está, aquí. Ah, no, es el número 8, está en francés. No. No, no es esta, es la anterior. Perdona, perdona. No. Sí. Ah, vale, vale. Empieza con 2005 y yo diría que... Aquí es esta, sí. En 2005, l'une de nos réalisations les plus importantes a été l'ouverture de la Vierge des Désirs, la nouvelle maison de notre mouvement. Cette maison se veut un espace où se réunissent les organisations de femmes, les travailleuses domestiques, les femmes prostituées, les femmes indigènes, les étudiantes, les jeunes filles, les professionnels. De cette manière, les femmes pourront s'unir autour de l'autonomie pour devenir un sujet social transformateur. Nous travaillons actuellement sur la réalisation des rêves qui peuvent devenir réalité, imprimés sur les murs de cette maison qui témoignera d'une partie de notre histoire. Elles poursuivent, ce n'est pas le siège d'un mouvement ou d'un groupe, ce n'est pas un centre culturel, ce n'est pas une maison de femmes ou pour les femmes ou une maison autogérée, comme nous avons convenu de l'appeler nous-mêmes parce qu'elle change de nom aussi. La Vierge des Désirs est une façon de reprendre une stratégie que les femmes ont eue tout au long de l'histoire, une stratégie qui a consisté à échapper à la réclusion et à construire un espace entre nous et la société. Alors, ya está. Qu'affirme-t-elle? Nous affirmons que la pratique quotidienne est un lieu de construction du savoir. C'est la méthodologie que nous utilisons pour pouvoir affirmer que nous pensons par nous-mêmes. C'est la méthodologie que nous utilisons pour entreprendre joyeusement de grandes tâches comme par exemple l'autosuffisance de la maison. C'est pourquoi ces petites parties sont constituées d'espaces aussi concrets qu'une douche publique au centre de la ville, répondant avec indignation, mais à partir des faits, au grand panneau dans les toilettes des femmes de l'université publique qui dit qu'il est interdit de se laver les cheveux. C'est vrai que les cholas ont des cheveux longs et qu'elles n'ont pas forcément d'endroit pour les laver et qu'elles se les lavaient aussi, elles, comme en tant qu'étudiantes, dans les douches de l'université. Les fondatrices expliquent, et ça c'est un point très intéressant. Si nous étions au 19e siècle, la Virgen de los Deseos serait un quilombo, un lieu où les esclaves en fuite se réunissent pour s'organiser en liberté. Si nous étions au 16e, ce serait plutôt un couvent,
La Vierge des désirs est une façon de reprendre une stratégie que les femmes ont eue tout au long de l'histoire, qui a consisté à échapper à l'enfermement. Toutes choses égales par ailleurs, le quilombo, comme le couvent, recouvre des réalités concrètes qui leur sont communes. L'espace de vie correspond à un lieu isolé, délimitant un territoire en marge des normes de vie partagées par le plus grand nombre. Les communautés qui y vivent forment un ensemble relativement homogène. Dans l'histoire, le quilombo, comme le couvent, renvoie à des formes de violence, celle de la fuite de l'esclave et pour le couvent des femmes, à la violence sociétale et à celle de la famille. En établissant ces parallèles avec le quilombo, ou en espagnol, quilombo est un mot brésilien, palenque en espagnol, Mujeres Creando se définit sous le signe de l'isolement, de la marge et de la violence. Dans cet univers régi par des règles, voire par des rituels spécifiques, elles forment communauté qui renvoie, ce terme qui renvoie, selon Michael Lowy, à un concept polysémique et polémique. Pour Colette Guillaumin, dans son livre « Sexe, race et pratique du pouvoir, l'idée de nature », elle définit le terme « sexage ». Le sexage cherche à décrire le rapport social qui se noue entre les sexes et repose sur l'appropriation collective des femmes. Elle poursuit en expliquant que les expressions les plus particulières du rapport du sexage sont l'appropriation du temps, l'appropriation des produits du corps, l'obligation sexuelle, la charge physique des membres invalides du groupe, enfants, vieillards, malades, infirmes, et des membres valides du sexe mâle. La Virgen de los Deseos, au fond, et même si Mujeres Creando ne la définit pas ainsi, renverse ce rapport au temps qui asservit les femmes dans un espace domestique avec un temps individualisé, le temps de la ménagère, le temps de la femme, le temps de la mère. Il ne faut pas oublier, par exemple, que de façon concrète, la Virgen de los Deseos a été le lieu de la première garderie féministe de Bolivie qui s'appelait « Mi madre trabaja, ma mère travaille ». Elle forme donc non seulement un collectif, mais aussi une communauté. Et je cite de nouveau Lowy, qui lui-même cite Weber. Dans son essai sur les concepts fondamentaux de la sociologie, Weber définit non pas la communauté, mais la communautisation comme fondée sur une base affective, émotionnelle et ou traditionnelle. Les communautés religieuses en sont un bon exemple en reprenant ce triple lien affectif, émotionnel et traditionnel. De ce point de vue, la Virgen de los Deseos, qui a été rebaptisée sous le signe des désirs par le collectif profondément anticlérical et antireligieux, défend la base affective et émotionnelle, même la base amoureuse, la base érotique, mais rompt radicalement avec le traditionnel. La maison Virgen de los Deseos met l'accent sur ce que Françoise Pic décrit ainsi, le caractère collectif des problèmes trouve sa solution dans le collectif pour les solutions. Ce sont dans les travaux du quotidien que les femmes sont doublement violentées, leur temps est volé et ce vol est caché, invisibilisé. Dans les quatre murs de la Casa Virgen de los Deseos, la création est un des moteurs de la lutte féministe. Cette maison peut se voir comme un manifeste dressé dans la ville, un manifeste politique, social, esthétique. Elle est un opérateur du corps social, expression de Deleuze qu'il applique à l'artiste, ce qu'elle rejette, même si elles ont participé quand même à des expositions, à une exposition très intéressante qui s'appelait Potosí. Non, il y a un autre mot avec Potosí, je ne sais plus quel est le mot, Reina Sofía. Voilà, el principio Potosí, exactement. Dans ce qu'elles veulent dans cette maison, c'est cambiar la realidad con la realidad. Changer la réalité avec la réalité par la transgression qui, selon Vincent Estelon, nous agit plus que nous la comprenons. De ce point de vue, la Virgen de los Deseos est un espace qui participe à l'autonomisation collective, à la guérison et à la création par les femmes, pour les femmes, un laboratoire pour l'apprentissage par la pratique. Dans cette maison collective fonctionne un bar, une cantine populaire, une station de radio, une librairie, un centre de soutien psychologique pour les femmes en situation de violence, une clinique psychologique et un foyer.
de façon coopérative. Nous ne sommes pas une entreprise privée, nous ne sommes pas une entreprise publique, nous sommes fièrement la Vierge des désirs. Cette maison se construit, elle se rénove et au fur et à mesure, Maria Galindo l'explique bien, elle rénove aussi le collectif et elle le reconstruit. C'est un lieu commun, transclasse, antiraciste, où les femmes apprennent à s'organiser. Mujer que se organiza no plancha más camisas. Une femme organisée ne repasse plus jamais les chemises. Tel est leur graffiti. Et c'est avec quelques images que nous allons conclure. Je suis dans les temps? Voilà, donc je vais juste conclure avec quelques images et en particulier quelques extensions de ces lieux, de ce lieu qui s'appelle Virgen de los Deseos. Oui. Alors, je vais vous montrer quelques images du lieu. Alors déjà, le livre qui raconte l'histoire de la maison, Virgen de los Deseos. Ensuite, je vais vous montrer l'intérieur de la maison. Donc, ici, un travail sur les pañuelos. Enfin, ici, c'est sur les masques pendant la pandémie, mais elles utilisent aussi les pañuelos qui sont violets quand il s'agit des luttes féministes et verts très connus quand il s'agit des luttes contre l'avortement. Une scène dans la maison Virgen de los Deseos avec de la musique et un cours de cuisine. Ensuite, l'intérieur de la maison et de son bar, quelques images. Les graffitis omniprésents. Un autel avec une prière à la Vierge et un symbole phallique, on va dire. Pardon, je vais revenir à quelques images aussi. Je vais vous montrer quelques lieux extérieurs. Ah, comment ça se fait? Voilà. Donc, les extensions de Mujeres Creando. Donc, les occupations de lieux, ici contre les violences faites aux femmes, les féminicides. Donc, elles ont attaqué la vice-présidence en la couvrant de sang. Là, c'est Maria Galindo vêtue en mariée. Et le sang a été projeté et la police bolivienne n'a pas tardé à réagir. L'importance aussi de se situer dans la ville de La Paz. J'ai fait quelques trajets itinéraires Google Maps pour savoir, d'abord parce que je vais y aller dans 15 jours, donc je voulais savoir où j'allais et repérer par rapport au lieu de pouvoir. Donc la Casa Virgen de los Deseos est dans ce quartier, à peu près 20 minutes à pied des bâtiments officiels qu'elles attaquent régulièrement. Donc, l'importance d'occuper le lieu. Donc ici, encore un autre lieu où elles ont dénoncé l'utilisation des programmes de soutien aux femmes et contre les violences, programmes qui n'apparaissent qu'au moment des élections et qui disparaissent ensuite. Donc, elles ont occupé l'espace et j'ai fait aussi un trajet pour montrer à quelle distance elles se trouvaient parce que c'est un lieu clé où elles peuvent déposer leur matériel, organiser leurs réunions. Donc, avoir un lieu à soi, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf, est très important. J'ai voulu vous montrer aussi comment elles occupent l'espace en faisant des performances. Ici, c'est une performance qui s'appelle la Virgen Barbie, où elles ont traversé des quartiers de La Paz avec une vierge pour dénoncer l'emprise de l'Église et l'alliance de l'Église et des conquistadors pour s'implanter de façon et conquérir la colonie latino-américaine. Donc là, c'est le Principio Potosí. Je les ai aussi localisés
et sur Google Maps avec une petite cartographie de leurs graffitis qui sont en général documentés. Ça, c'est la grande force de Mujeres Creando, documentés, édités dans des livres et ensuite gardés, archivés avant qu'ils ne soient effacés, parce que là, ce sont des photographies de documents qui n'existent plus. Mujer no me gusta cuando calla, c'était une journée d'études que nous avions organisée avec la question des collectifs de femmes. Et là, c'est un petit film qui a été fait où on part de l'extérieur. En fait, elles ont un système pour faire des graffitis. Elles montent en voiture, parce qu'évidemment, la police les attaque. Elles montent en voiture, un peu comme la Brigada Ramona Parra, donc de façon très organisée. Une conduit la voiture, les autres posent le graffiti, elles montent dans la voiture et elles échappent à la police. Et donc, elles font des films. Et donc, j'ai pris quelques captures d'écran pour vous montrer dans le film comment on avance peu à peu vers la maison, vers l'extérieur de la maison. On entre dans cette maison Virgen de los Deseos. Ah, mais c'est à l'envers. On rentre par la fenêtre que vous avez vue tout à l'heure, qui est évidemment un sexe, hein, qui est une invitation à rentrer par le sexe de cette femme qui est dessinée sur la porte. Et ensuite, nous revenons à l'intérieur. Pensar es altamente femenino. Et ensuite, nous voyons d'autres circulations dans la ville avec la radio et nous poursuivons avec les lieux qu'elles occupent. Ici, Biennale de Sao Paulo, elles ont fait une installation pour permettre à de jeunes lycéens, à une jeunesse, à des adolescents, de rentrer dans 6 utérus qui étaient exposés dans la Biennale de Sao Paulo et qui était une installation qui visait à revendiquer le droit à l'avortement. Cette installation avait été précédée avant d'une action devant une cathédrale à La Paz qui avait fait scandale. L'installation a fait scandale à Sao Paulo pendant la Biennale de 2014 et un panneau a été mis en disant que cette installation est interdite aux enfants de moins de 18 ans. Donc voilà l'installation qu'on voit un peu mieux. Donc les adolescents, les lycéens et collégiens pouvaient rentrer dans ces utérus et écouter le témoignage de femmes qui racontaient leur propre avortement. Donc là, ce sont des mini-casas où la parole est libérée, mais qui sortent, qui sont des extensions de leur lieu fixe. Et je voulais juste terminer en vous montrant que ce qu'elles font, ce sont de petites actions très provocatrices, mais qui ont comme objectif de rompre la solitude des femmes. Et j'ai voulu mettre, pour conclure, quelques images de féministes qui ont, comme en tant qu'artistes, mais je ne sais pas si je les ai là, je vous renvoie à un livre qui s'appelle Women House, qui était un catalogue d'une exposition qui a eu lieu en 2018 à Washington et qui montrait comment les femmes artistes imaginaient la maison. Et ce qui m'a étonnée, ce qui m'a étonnée dans ces... vous le voyez? Voilà. Ce qui m'a étonnée en feuilletant ce livre, c'est la grande solitude des représentations. Les femmes sont représentées seules, les femmes sont représentées écrasées. J'ai fait une sélection, mais ce n'est pas une sélection biaisée. C'est vraiment la majorité des représentations. Donc, vous avez la Louise Bourgeois et la dernière de Lisa Schutten dans une cage. Donc, cette question de la femme et de la maison et de la représentation, elle met en exergue ce qui est une des caractéristiques de l'espace domestique, c'est la solitude de la femme avec les enfants, avec le mari. Et c'est exactement ce que vient briser et démonter la Virgen de los Deseos. Merci beaucoup. Merci.